Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Tout de suite. Eh bien, les directives changent concernant le sujet ufologique aux États-Unis, un sujet qui attire l'attention. Il y a aussi une réunion importante dans le tennis et aux États-Unis. C'est d'une manière assez discrète que la réunion est en train de se dérouler. Mais les États-Unis rassemblent les experts nucléaires, il se passe quelque chose concernant le dossier nucléaire et la question de l'Iran. Et regardez le cessez-le-feu, si quelqu'un croyait encore qu'il continuait, eh bien le cessez-le-feu est tout simplement déjà terminé. Il y a des interceptions à Bahreïn, il y a des attaques à différents endroits, même à l'intérieur de l'Iran, alors allons voir les détails, parce que le conflit continue. Quelques jours avant la Coupe du Monde, à moins d'une semaine du début de la Coupe du Monde. Et les attaques, eh bien, elles continuent. Donc l'attention sur ce sujet est à son maximum. Et la sécurité devra être maximale pendant la Coupe du Monde, parce qu'évidemment, il pourrait s'y passer des choses, espérons que non, très négatives, mais regardez. Nous commençons avec l'image, c'est cette image que nous voyons ici. Ici, nous assistons à une interception au-dessus de Bahreïn lors des alarmes déclenchées aujourd'hui suite à l'attaque contre l'Iran ou l'attaque aérienne. Nous entrerons dans les détails dans un instant. Mais pour commencer, les interceptions au-dessus de Bahreïn, un pays pétrolier, un pays du Golfe, eh bien, montrent ces interceptions en ce moment. Alors restez attentifs, mesdames et messieurs, à ce qui se passe dans cette zone. Il y a des alertes dans plusieurs régions. Et d'emblée, eh bien, il faut aussi rester attentif aux réactions possibles de ces pays dont on pousse la patience à l'extrême. Eh bien, tôt ou tard, ils vont réagir, n'est-ce pas? Tôt ou tard, ils vont réagir parce qu'évidemment, il n'y a pas, disons, de réaction ferme de leur part, du moins jusqu'à présent. Non, non. Comment vas-tu, Scarlett? Salutations, nous te lisons là sur Telegram, aux amis de Telegram. Je veux adresser un salut spécial aux amis de Telegram. Je sais que tout le monde n'utilise pas cette application, mais c'est le moyen le plus rapide de recevoir la notification que nous sommes en direct. Alors, eh bien, n'hésitez pas, téléchargez l'application, cherchez Pépé en vivo, et là, vous recevrez la notification que nous sommes en direct. Et en plus, vous pouvez vous-même laisser un commentaire, passer un petit bonjour comme ça, non? Enfin voilà, là aussi. C'est aussi un autre sujet intéressant et important. Et aujourd'hui, eh bien, il est avec nous, évidemment, comme chaque soir. Ast, comment vas-tu? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Salutations à toute la communauté, comment allez-vous? Bon appétit à ceux qui mangent. Je vois que certains d'entre vous sont en train de dîner. Je vois votre dîner. Les quesadillas semblent délicieuses, si vous avez faim. J'ai très faim, mais je vais pour cette raison vous laisser un sondage pour que vous puissiez y répondre. Voyons, aujourd'hui c'est la journée du donut, alors je veux savoir. Êtes-vous dans l'équipe biscuit ou dans la team viennoiserie? Ou bien, évidemment, il y a ceux qui vont choisir le donut. Moi, je suis à 100% dans l'équipe biscuit. Mais bon, je veux savoir, qui sont les plus nombreux? Je vote pour la team viennoiseries. D'ailleurs, si je devais faire disparaître les biscuits ou les viennoiseries, je ferais disparaître les biscuits. Les biscuits. Les biscuits, ils sont vraiment surestimés. Non, les biscuits, c'est le top. Bon, voyons le sondage, voyons ce que j'ai dit aujourd'hui, tu dois avoir faim. Parce que pour que tu mettes un sondage sur le pain, n'est-ce pas? de pain et de... Et la blague ne fait que commencer. Pardon, tu ne s'affiches pas, regarde. Je n'apparais pas. Si, tu apparais. Voilà, ça marche. Je vois, non? Non, là on te voit. Salut, ça va? Regarde cette lumière. Tu dois... Tu sais quoi? Non. Ce n'est pas... Comment ça, non? Le centre n'y est pas... Là c'est bon. Plus ou moins. Non, là c'est bon. C'est tout ce que ça peut donner. On est en train de gagner... On est en train de gagner les biscuits. On est en train de gagner les biscuits. Rien. Regarde, pour un vote... Aïe. Non. Pain sucré, vous pouvez y arriver. Ne me décevez pas. Abordons aussi d'autres sujets importants sur l'actualité. Regardez l'image suivante. Eh bien, la situation devient intense et il y a des informations urgentes du CEDCOM déclassifiées. Il publie cet échange qui se déroule lors d'attaques iraniennes. Que se passe-t-il? Eh bien, c'est en partie ce qui a provoqué tous les mouvements d'aujourd'hui. Parce que, les États-Unis ont commencé par une attaque contre un radar, ce qui ressemble beaucoup à ce que nous avons vu le week-end dernier. Exactement la même chose. Oui, d'accord. Ils ont publié ces images qui montrent les attaques contre les sites radars iraniens et un marqueur pour la riposte de l'Iran. À partir de là, commencent les attaques de l'Iran contre Bahreïn, le Koweït et l'Arabie. D'accord, regardez, c'est ce qui provoque cela et allons-y. Allons sur l'île. Où est-elle? C'est l'île de Kesma. En fait, oui, c'est une île. C'est cette île.
Regardez, allons à l'écran, à la carte, pardon, c'est cette île. C'est juste que la carte de Google Maps ne se charge pas bien, nous allons la recharger. Voilà, ça a parfaitement chargé. C'est sur cette île où il y a deux choses de très importantes. D'ici, on a les radars pour détecter quand un bateau va passer, oui. Il faut se rappeler que, je veux dire, ici sur les cartes, tout paraît très facile. Mais dès que tu es un peu éloigné de la Terre, les bateaux ne se voient plus, n'est-ce pas? Vraiment, surtout la nuit. Et beaucoup de bateaux, ce qu'ils ont fait, il y a eu des témoignages disant que les bateaux passent discrètement, ils éteignent tout, ils éteignent les lumières et traversent. Et plusieurs leur ont échappé. Les radars permettant parfois de les détecter et de leur tirer dessus, non. Alors, ce que les Iraniens ont fait dans cette région, c'est d'avoir, dans ces zones, dans ces endroits protégés, une sorte de, disons, une sorte de base militaire. Des centaines de ces vedettes armées, oui, donc aujourd'hui aussi, on signale des attaques contre ces vedettes. C'est-à-dire que cela, en fait, c'est ce que disent les Iraniens il y a un instant. Avec cela, c'est fini, c'est terminé, disent-ils, le cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce qu'ils attaquent littéralement des vedettes où il y a déjà des soldats iraniens, donc évidemment, pour eux, ils considèrent que c'est déjà la fin. Je veux dire, c'était déjà trop, ils attaquaient presque tous les jours, mais avec ça, le cessez-le-feu est terminé. Donc, nous sommes à 6-10 de la Coupe du Monde. Et je ne me souviens d'aucune circonstance. Aussi intense et proche d'un événement international, non? Toujours avant les épreuves, les Jeux Olympiques, avant la FIFA, même la Russie, on a attendu que la période se termine, les Jeux Olympiques d'hiver en Chine, pour attaquer l'Ukraine. Parce que bon, il faut respecter le pays qui est l'autre cette fois-ci. Eh bien... Mais bon, comment ça? Comment l'Iran va-t-il respecter les États-Unis? Non, pas vraiment, surtout après tout ce qui s'est passé. Pour Ali Khamenei, Aminé, qu'il perde déjà sa femme, son fils, son père, etc. Eh bien, évidemment, la négociation semble difficile et aujourd'hui nous commentions un sujet très important, c'est terminé. Il existe plusieurs groupes en Iran, chacun exerçant un certain contrôle. Et l'un de ceux qui attire le plus l'attention, c'est le groupe qui opère, qui est ultra-conservateur. Et ce groupe-là demande à Ali Khamenei de ne conclure aucun accord et que tout dégénère en guerre totale. Donc ce qu'il demande, c'est d'aller à fond au maximum et c'est justement ce qu'il voulait éviter. Donald Trump pensait que l'aile modérée allait contrôler l'aile où se trouve le président. Eh bien, Mansour Pezeshkian, qui d'ailleurs n'est pas autorisé à démissionner, mais aussi, c'était de leur faute. Lui-même disait, les premiers jours de la guerre, que les modérés, avaient tous perdu la vie parce qu'ils étaient responsables de cela, n'est-ce pas? S'ils avaient fait, je ne sais pas, planifier quelque chose, et ça leur échappe, non. Ils ont échoué, non. Ils ont définitivement échoué. Et bon, ils ont continué à montrer cette carte, n'est-ce pas? Et disons avec quelques points là indiqués, n'est-ce pas? Il y a déjà ce point, celui qui est ici, qui est la réserve Hara, une réserve. Voilà, c'est essentiellement l'île, celle dont ils disent qu'il s'agit. Dans cette zone, il y a des attaques contre ces bateaux. On signale environ 5 explosions. Près de la base navale de Sirik, siège des vedettes rapides de la garde révolutionnaire. On ignore le nombre exact, 5 ou plus, ce n'était pas clair. En vérité, non. Ce n'est pas confirmé et cela ne le sera sans doute pas, mais le CENTCOM l'affirme déjà. Affirmant qu'il y a bien une attaque contre ces vedettes. Exactement ce qu'il dit. L'armée des États-Unis a bombardé 2 installations radar iraniennes et a également abattu 4 drones lancés vers le détroit d'Ormuz. C'est le même CENTCOM qui l'annonce, décrivant cela comme une action de défense et que les appareils, selon le commandement militaire, représentaient une menace immédiate. Pardon au trafic maritime régional. Le CENTCOM a également précisé que l'emplacement des radars se trouvait dans une zone de surveillance côtière située à Goruk. D'accord, et sur l'île de Kems, celle que Pépé vient de vous montrer, et que l'attaque visait à empêcher de nouvelles actions iraniennes contre la navigation dans la région. Eh bien voilà où en sont les choses dans cette affaire. Passons à d'autres sujets, la ville, quelle chose dans cette affaire. Passons aussi à d'autres points importants. Une image curieuse. En attendant, quelles sont les chances qu'une chose pareille se produise? Tu y vas, tu sautes en parachute, tu es en train de tomber, et soudain tu fais une rencontre rapprochée, mais pas avec des extraterrestres, plutôt avec un... comment on appelle ça? Un kangourou arrive et l'accueille assez brutalement, à coups de patte.
C'est-à-dire, toi, monsieur du ciel, va-t'en d'ici. Et voilà, et à la fin, le parachutiste dit carrément « putain de kangourou ». Au début, il lui parle gentiment, non ? Puis soudain, bam, il lui donne 2 ou 3 coups, et après ça, il ne supporte plus les kangourous. Il y en avait un autre derrière, sauf que celui de derrière s'est un peu retenu. Purée, Ce gars-là est allé trop loin. ils sont petits, ceux-là. Ces kangourous sont petits, il y a des kangourous qui sont énormes, et si tu les as vus, tu sais de quoi je parle. Ils sont musclés. Plus ou moins comme moi. Regarde. On voit bien les fibres de ses muscles comme ça. Oui, sinon ils ne tiendraient pas comme ça. Ils ont sorti ça comme ça. Mais bon, s'ils sont déjà féroces petits, imagine-les en plus grands. Franchement, l'image est vraiment assez curieuse. Passons aussi à d'autres sujets importants de l'actualité mondiale. Regardez. Et Il y a une image. Pardon, je me suis trompé, je suis allé trop vite. Il y a une image, n'est-ce pas ? Que j'aimerais voir, que j'aimerais que nous voyions. C'est celle-ci. C'est une image qui a été signalée. Cela se passe à Krasnodar, en Russie. Un dépôt de pétrole est en train d'être attaqué en ce moment. Il est attaqué. Pardon, c'est de cela qu'il s'agit. Eh bien, cela s'ajoute à la liste record qu'ils ont eue au mois de juin. Nous ne sommes qu'au 5e jour de juin et cela arrive tous les jours. Pas une seule zone, mais des zones séparées par des milliers de kilomètres les unes des autres ont été attaquées. Le niveau des attaques menées en Ukraine s'est-il accéléré ? Et ce qu'ils pensent, c'est que cela s'accélère autant que possible. D'ici l'hiver, parce qu'ils savent que c'est le moment où, en Russie, c'est-à-dire d'ici à ce que l'hiver commence, ils vont essayer d'avancer. Donc plus l'approvisionnement en carburant de la Russie sera limité, moins il est probable qu'il avance. Voilà tout. En hiver, ils ne peuvent pas avancer à cause de la Rasputitsa, qui est tout cela. Depuis l'automne, Depuis l'automne, à peu près, dès que les pluies commencent, ils ne peuvent plus avancer, ou il est très difficile pour les Russes d'avancer parce qu'il y a trop de boue. Alors ils savent que la Russie va vouloir opérer au maximum en ce moment, et l'Ukraine fait la même chose, elle essaie aussi d'opérer au maximum. Malgré cela, aujourd'hui nous avons commenté et vu des images de l'échange de prisonniers. Tu dis que c'est vraiment dur, n'est-ce pas ? Mais je dis aussi que même pendant les guerres, il y a de bonnes nouvelles. Quand ils libèrent des prisonniers, par exemple, c'est évidemment une bonne nouvelle parce que les familles, imaginez-vous, et eux-mêmes aussi, n'est-ce pas ? Certains étaient déjà là depuis 2022. oui, ils y étaient depuis longtemps, beaucoup d'entre eux. Et bien sûr, quand tu vois les soldats que la Russie renvoie, ils sont dans un très mauvais état comparé aux soldats russes qui reviennent. C'est très différent. Les images sont très différentes, vraiment. Eh bien, regardez celle-ci, regardez une autre image. Celle-ci aussi attire mon attention. Que se passe-t-il ? Ce sont les inondations qui ont eu lieu aujourd'hui à Key West, en Floride, aux États-Unis. Nous en avons parlé. Eh bien, hier, nous vous parlions de ce blob, une masse de pluie se dirigeant vers les États-Unis. Eh bien, on commence déjà à voir les premières inondations. Hier, eh bien, les météorologues là-bas aux États-Unis, certains du moins, appelaient ce phénomène climatique blob, où des pluies soudaines se produisent. Cette zone de Key West, eh bien, c'est une zone qui a déjà été inondée à d'autres occasions. Et on assure qu'on va faire des aménagements, mais peu importe combien d'aménagements tu fais. Si tu vis près de la côte et qu'il s'agit de pluies soudaines, eh bien, il y a au final une limite à ce qui peut être absorbé. C'est-à-dire, la Terre a une limite. Donc oui, évidemment, il manquera peut-être de meilleures infrastructures et tout ce que tu veux, mais maintenant, on voit ce genre de situation partout. Cette fois-ci, ce n'est que le début de la saison, n'est-ce pas ? Ce n'est pas... Il reste encore beaucoup de temps. Alors, eh bien, amis de Floride et amis de n'importe quelle région du monde, sincèrement, soyez attentifs à ce qui va arriver cette année concernant le climat. Écoutez, je veux passer le bonjour maintenant, mais permettez-moi juste un instant. Laissez-moi changer ça. Allons-y, passons à l'image suivante, car il y a une image qu'on nous a envoyée aujourd'hui. Je l'ai trouvée super intéressante et elle montre comment ce genre de situations sont enregistrées ou ont été enregistrées. Je salue Fio parce qu'il nous envoie ce qui s'est passé là-bas au Costa Rica. Nous allons voir cette image tout de suite. Il nous l'a envoyée aujourd'hui. Il n'y a presque pas d'informations, mais je remercie Fio. Fio nous a envoyé ces informations par ce moyen. Par les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Et donc il montre ce qui suit. Je veux qu'on l'affiche. Je veux que vous voyiez l'image de certaines des inondations qui circulent là-bas, qui lui sont arrivées. On voit de fortes inondations au Costa Rica. Vérifiez si au Costa Rica ça s'appelle Liberia, c'est l'endroit.
Oui. Alors, eh bien, il y a quelques inondations. Certaines images arrivent un peu comme ça. Bon, elles sont à l'envers, non? Cette personne est devenue virale. Cette famille, avec ses petits chiens, les chiens sont très mignons. C'est vrai, toute sa maison est inondée. Je préfère ne pas mettre l'audio, car c'est vraiment très dur. C'est-à-dire, la dame pleure énormément parce qu'elle dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et elle sent que le niveau de l'eau monte et qu'elle a un peu peur à ce moment-là. C'est comme si sa fille était avec les petits chiens. Et donc j'imagine évidemment qu'il n'y a pas de deuxième étage, n'est-ce pas? Parce que tu es là et on voit que le niveau de l'eau est très élevé. Et toi, c'est ce que je lui disais l'autre jour, ce n'est pas juste marcher, ou marcher simplement. C'est de la boue, ce sont des choses compliquées. La vérité c'est que oui, c'est vraiment terrible comme situation. Et combien de voisins y vivaient? Oui, bien sûr. Donc oui, c'est vraiment grave ce qui se passe là-bas au Costa Rica. Et il y a quelques détails que j'aimerais commenter à propos de cette inondation ou de la façon dont ce problème se présente. Parce que, bon, jusqu'à présent, le problème n'est pas très étendu. Non, d'après ce qu'il rapporte. Non, ce ne sont pas des zones très étendues, du moins avec les informations que nous avons pu obtenir. Mais oui, eh bien la Croix-Rouge informait que 7 personnes ont été évacuées. 7 personnes, évidemment, ce n'est pas beaucoup. Ils seraient restés coincés dans des véhicules et des maisons aujourd'hui, vendredi après-midi à Liberia. Donc c'est quelque chose de très récent qui est en train de se passer. D'après ce qui est rapporté sur les réseaux sociaux, 2 femmes désespérées étaient là tout à l'heure. Je crois qu'il s'agit d'une mère et de sa fille, qui apparaissent avec leur chien en train de demander de l'aide parce qu'elles sont coincées. Je ne sais pas clairement si elles font partie des personnes secourues ou non. Mais bon, espérons que oui, évidemment non. En voyant les chiffres rapportés dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux localement, par exemple l'Observateur au Costa Rica, il apparaît que le problème n'a pas encore été très étendu. Non mais oui, il y a eu plusieurs incidents. En fait, regarde, tu verras qu'il y a beaucoup d'images que nous avons reçues. J'aimerais en montrer quelques autres parce que cela ne montre pas seulement le problème des inondations, mais cela montre aussi. Regarde, voici un rapport que m'envoie Fio qui dit qu'à 7 heures de l'après-midi, les comités d'urgence de San José Huacast et la zone occidentale d'Alajuela, Heredia et la zone sud signalent de fortes pluies. Le nouveau village de Liberia signale un effondrement du système d'égout. Ici, il n'y a rien, il dit juste des pluies et plus loin dans un autre rapport, il parle de comment cela s'est produit et de ne pas perdre, mais ce n'est pas celui-ci. Il y a un rapport. On y parle des millimètres, c'est la partie qui m'a le plus surpris, et dans un autre, on voit déjà la quantité d'eau qui arrive, qui est vraiment importante, c'est juste très intense, vraiment intense. Là, oui, on peut dire que c'était une montée forte, non, ce n'est définitivement pas le cas, et bon, pour ne pas m'étendre trop, simplement un salut au Costa Rica. Merci à Fio de nous avoir envoyé ces images et de nous avoir informés de la situation. Nous restons attentifs et nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passera. Et les amis qui veulent nous envoyer des informations, s'il vous plaît, contactez-nous. Nos réseaux sont là, la page est là. Vous pouvez nous contacter et nous envoyer des informations de plusieurs façons. J'insiste, la saison ne fait que commencer, elle vient de commencer, alors ne vous fiez pas, préparez-vous. Si vous vivez dans des zones susceptibles d'être inondées, prenez au moins la précaution de garder vos papiers importants dans des sacs, doubles sacs, etc. Comme ça, si quelque chose arrive, vous ne les perdrez pas. Vous ne perdrez pas des choses de grande valeur, surtout tout ce qui concerne les papiers et ce genre de choses. S'il y a un deuxième étage, c'est toujours un soulagement d'avoir un deuxième étage, parce qu'on peut y monter les affaires, n'est-ce pas? Je me souviens d'une inondation qu'a eue ma belle-mère, tu te souviens? Oui, ça fait un bon moment. Oui, ça fait longtemps. Et je dis, bon, c'était une zone où des aménagements ont été faits, n'est-ce pas? Des aménagements ont été faits et jusqu'à présent, il n'y a plus eu d'inondation. C'est que maintenant, ce n'est plus possible. Ce que je veux dire, c'est qu'il est possible de faire des aménagements, c'est-à-dire qu'il est possible d'éviter ce genre d'inondation. Parce que cette fois-là, c'était une rivière qui était proche, mais des aménagements ont été faits, et après il y a eu des pluies bien pires que celle-là, et cette zone n'a plus été inondée. Mais oui, c'est vraiment terrible. Évidemment, ce n'était peut-être pas aussi excessif, mais il y a quand même eu des pertes matérielles assez importantes, n'est-ce pas? Abordons d'autres sujets intéressants. Les directives sur la façon dont on gère le sujet extraterrestre vont commencer à changer, ça va commencer à devenir sérieux, d'accord?
Je le dis pour ceux qui veulent s'informer sur le sujet parce que beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé que le monde a changé, n'est-ce pas? Ça a changé déjà. Mais cette année, c'est le tournant, c'est le changement. Le changement a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui s'en rendront compte plus tard, mais le tournant a déjà eu lieu. N'est-ce pas? Dans quel sens cela s'est-il déjà produit? Tout est déjà en préparation. Pour annoncer ce genre de choses de façon plus récurrente, peut-être que la stratégie ne sera pas de faire une annonce, peut-être que ce ne sera pas non plus une inauguration officielle, pas de couper le ruban en disant « Bon, à partir de maintenant, voilà les extraterrestres, non ?» Et puis c'est tout, l'affaire est réglée. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça, mais que l'information va simplement devenir plus récurrente. L'archidiocèse de Washington a retenu mon attention. L'archidiocèse a licencié un prêtre qui travaillait depuis 19 ans comme directeur. Le responsable des exorcismes, ce qui paraît vraiment fou, n'est-ce pas? Le sujet, mais au final, ce sont des figures importantes, spécifiquement du point de vue d'une religion. Mais ensuite, tu te rends compte que ces prêtres n'exorcisent pas seulement des personnes catholiques, disons-le, mais que parfois des gens d'autres religions viennent aussi. Et écoutez, vous savez, il y a cette personne qui a ce problème. Elle est déjà allée voir le psychiatre, elle est allée voir le psychologue, et la personne a quelque chose en elle. N'est-ce pas? Eh bien, on m'a dit que, avec toi, et peu importe qu'ils soient d'une autre religion, ils y vont, on leur fait tout ce rituel d'exorcisme qui, franchement, paraît hallucinant. Honnêtement, non, je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Eh bien, ça paraît très hallucinant, mais ensuite ça marche pour eux. Oui, ça marche, et donc voilà. Je veux dire, un jour il faudrait reparler du cas du garçon sur lequel est basé le film L'Exorciste, qui est un garçon, pas une fille. En réalité, c'est un garçon, et ce garçon, dans le cas réel, est un garçon qui est ensuite devenu ingénieur. C'était la NASA, c'est-à-dire que lui, adulte, fait de l'ingénierie à la NASA, et il garde son anonymat toute sa vie parce qu'il ne voulait pas être célèbre pour ça. Donc il a fait sa vie et tout, mais les gens qui ont été proches de l'affaire disent que c'était hallucinant, n'est-ce pas? Parce que lui, à la fin, il est devenu ingénieur et scientifique à la NASA et il a dit non, sûrement que c'était un problème psychologique. Je ne sais pas, il a voulu expliquer ça autrement. Mais les parents et les gens qui ont vécu ça de près disent « Ah non, ici il y avait quelque chose de très fort, ici il y avait quelque chose de puissant et caché. Peut-être que ça vient d'autres mondes. » Mais le point, c'est que ce monsieur a été renvoyé parce qu'il a parlé de certains cas d'ovnis et tout ça. Ils pensent donc que ce sont des démons ou des entités négatives, non. Certains non, ils ne disaient pas que tout, mais juste ce commentaire, juste le fait de l'avoir dit, ils l'ont renvoyé pour ça. Tu te dis, pourquoi une église, l'archidiocèse, ça leur importerait autant au point de renvoyer une personne de ce niveau juste pour ce commentaire? À moins que maintenant ça leur tienne vraiment à cœur, qu'on ne sème pas cette peur autour du sujet ovni parce qu'ils voient quand tu dis quelque chose qui va être annoncé. Donc moi ça m'a vraiment interpellé, honnêtement je n'en parlerais même pas si on ne l'avait pas renvoyé, et je me serais dit que c'était juste un commentaire de plus, on l'aurait juste évoqué comme ça, en passant. Mais pour moi c'est vraiment super intéressant. Ross, merci beaucoup à José Ferro pour ce super chat énorme. Merci beaucoup vraiment pour le super chat et à la communauté qui ose nous soutenir de cette façon. Franchement je l'apprécie énormément. Je sais que c'est un effort. Et sachez que cette partie de la communauté est évidemment très importante pour nous, n'est-ce pas? Puisque nous nous consacrons entièrement à cela, non? Alors considérez cela comme un soutien au journalisme indépendant, aux voix indépendantes, comme une sorte, je ne sais pas si c'est un pourboire ou simplement une façon de reconnaître que ce que nous faisons vous plaît. Ça, vraiment, je vous en suis reconnaissant, je l'apprécie énormément. Vous savez que nous ne dépendons d'aucun média, d'aucun gouvernement, ni d'aucun groupe important, même sur YouTube où il y a aussi des groupes, n'est-ce pas? Donc nous sommes là, en train de faire de notre mieux, et c'est grâce à vous, vraiment. C'est pour cela que je vous en suis très reconnaissant. Alors merci pour tout cela, et pour un peu plus encore. Oui, bon, passons à la nouvelle. Le SETI vient de faire une mise à jour concernant la communauté scientifique. Le SETI, c'est comme beaucoup d'ordinateurs, c'est l'explication la plus simple. Tu en as depuis les années 80, non? Ils ont un bon système qui surveille constamment l'espace à la recherche de signaux, etc. Et donc, ils ont décidé de mettre à jour leur protocole officiel pour gérer une possible détection de vie intelligente en dehors de la Terre. L'objectif est d'éviter le chaos informationnel, les fuites, les explications prématurées ou les rumeurs virales, car il est très facile d'y succomber de nos jours. De fausses alertes qui pourraient déclencher une alerte suspecte sur les réseaux sociaux.
Alors, les experts reconnaissent qu'aujourd'hui, le paysage médiatique est très différent de celui avec lequel ils ont commencé et qu'ils doivent maintenant mettre à jour ce sujet parce qu'il est très facile de tomber dans la désinformation qui circule actuellement. Oui, Michael Garak préside le comité SETI de l'Académie internationale d'astronautique. Il a expliqué qu'ils veulent éviter que des chercheurs annoncent de possibles découvertes avant que tout le monde soit sûr qu'ils disposent de preuves solides et vérifiées. Et ces nouvelles règles, par exemple, exigent que tout signal suspect soit authentifié, corroboré et soumis à une révision par les pairs avant de commencer à partager l'information publiquement. Un autre point clé pour eux est la transparence. Si les scientifiques utilisent des données pour vérifier le signal potentiel, celles-ci devront être publiquement accessibles afin d'éviter tout problème. Des accusations de dissimulation, la mise à jour aborde également la question de la protection du nom des scientifiques, car ils peuvent soudainement devenir des personnalités publiques du jour au lendemain et ils ne sont pas préparés à cela. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient, mais ils ne sont ni acteurs ni politiciens, juste des scientifiques et soudain, il y a des gens un peu fous. Oui. Oui, ils peuvent soudainement avoir une vie médiatique qu'ils ne veulent pas. Ils améliorent et préparent simplement les protocoles car, j'imagine, eux aussi doivent avoir quelque chose, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, on revient à la même chose, ils voient quelque chose d'abord. Plus d'ouverture des médias, plus d'intérêt en même temps. C'est-à-dire, ce n'est pas que je ne sais pas s'il va y avoir de la désinformation, non, il va y en avoir. Il va y avoir beaucoup de désinformation, évidemment, aussi sur ce sujet. Donc, il faut faire très attention à ce sujet et donc rester attentif à cela, n'est-ce pas ? Et bon, de toute façon, par exemple, Cliff Linton, qui est responsable à l'Université d'Oxford dans le domaine de l'espace, dit qu'en réalité, même s'il y a ces changements dans les protocoles, il sera très difficile de garder secrète, par exemple, un signal, parce qu'il y a 600 ou des milliers de scientifiques qui participent à cela, au SETI, et en plus il y a beaucoup, dit-il. Il y a beaucoup d'intérêt public renouvelé pour ce sujet. Eh bien, les révélations que les États-Unis ont faites récemment et aussi de nouvelles recherches astronomiques qui sont sorties. Donc c'est comme si le sujet est à nouveau en pleine actualité. Donc il est très facile que les gens ne se retiennent pas et qu'ils vont divulguer l'information. Exactement, 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 exactement. Écoutez, je veux vous montrer une image curieuse de comment cela commence à être perçu, ou comment nous commençons à être perçus au Mexique, dans le monde. Ceci est une émission du Japon dans laquelle il montre des images d'ici, de la commune où nous vivons, à Guadalupe, où la police sort. Ceux-ci sortent seuls, comme on les appelle. Les robots qui restent pour surveiller, il y en a 4 ou 5, non ? Ils les regroupent pour faire croire qu'il y a beaucoup de robots, mais ce n'est pas le cas. On voit le stade, ils n'y prêtent pas attention, ils ont juste mis la police là. Il y a un pont et un feu de signalisation. Non, c'est là où se trouve le stade, ce n'est pas ailleurs, mais bon, c'est tout ça c'est au Japon, écoutons un peu. Voilà la présentatrice japonaise, écoutons un peu. Il y a des robots. Non. Ce robot chat sur lequel on place une caméra sur la poitrine. Ils disent non, ceux-là sont dans le futur. Les habitants de Monterrey, ils vivent dans le futur. Celui-ci... À qui viens-tu montrer les robots aux Japonais ? Non, bien sûr que non. Ils vont dire « Et alors ? Ces jouets, ils sont à qui ? Qui a perdu ces jouets ici ? Non, c'est bon. Non, celui-ci, mais ils sont très respectueux, n'est-ce pas ? Peut-être que, comme je ne comprends pas le japonais, j'imagine qu'ils sont respectueux, mais je ne le sais pas. Peut-être que non, mais bon. Voilà une explication de pourquoi on utilise les robots, enfin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien. Pas leur travail. Alors, bien sûr. En gros, c'est d'aller dans des endroits où un policier ne peut pas aller. Détecter des colis suspects, certaines choses qui, deviennent compliquées. N'est-ce pas ? Exactement, n'est-ce pas ? Donc c'est, disons, très intéressant de voir que le pays est mis en avant. Au final, c'est ce qu'on attend, n'est-ce pas ? Et surtout, Guadalajara, Mexico et Monterrey. Dans ce cas, le Japon joue à Monterrey, c'est pourquoi les Japonais portent aussi beaucoup d'intérêt en ce moment. D'ailleurs, l'un des membres de l'équipe nationale du Japon parle un espagnol parfait. Et mon frère m'a fait une remarque très intéressante. Il m'a dit « Tu as remarqué qu'il parle bien mieux que Sagu ?» J'ai dit « Oui, c'est vrai, il connaît tout, Sagu.
Il parle encore comme ça, je ne sais pas comment, avec ses petites expressions, et tu te dis, il fait ça depuis toujours. En plus, c'est un communicateur, c'est-à-dire il est professionnel dans la communication et tout ça. Et comment il fait pour garder non seulement l'accent, mais aussi comme s'il basculait naturellement en espagnol, et puis il y a ce japonais de l'équipe nationale, Chavito, qui arrive et qui parle comme un espagnol. Parce que moi je dis, oh non, je ne sais pas combien, et qu'ici à Monterrey, et que non, enfin, il parle un espagnol super bien, vraiment bien parlé, tu vois. Oui, il s'est vraiment plongé dans le sujet, je pense que c'est aussi une question de facilité, il y a des gens qui ont plus de facilité avec les langues, et d'autres pas autant, tu vois. Ça peut arriver, je ne sais pas, et ce n'est pas seulement lui, tu vois. Comme tout cas, non? Qui est l'autre qui parle aussi comme ça? Il parle vraiment bien, oui, bien portuguigno, tu vois. Enfin, portugnol, tu vois. Il parle bizarrement, et il discute chaque jour avec beaucoup de gens, ça fait peut-être partie du show, tu vois. Et la crème aussi, non? Je ne sais pas, tu vois. C'est vraiment curieux, mais bon, autre chose, sur ce sujet, passons à d'autres sujets importants. Eh bien, de nouvelles images continuent d'apparaître. Ça, c'est là-bas à Mogadiscio, c'est bien ça, non? C'est la zone là-bas, oui, de Mogadiscio, là en Somalie, où l'on continue de voir des personnes armées. Jusqu'à maintenant. Le rapport fait état de 13 personnes qui ont perdu la vie, 189 blessés, 12 500 familles déplacées. Et en fait, on parle d'un potentiel coup d'État là-bas dans ce pays. N'est-ce pas? Exactement. Cela fait déjà des semaines, n'est-ce pas? Que nous parlons de ce sujet. Évidemment, l'information ne circule pas beaucoup, mais dans la mesure du possible, nous allons continuer à la partager avec vous. Exactement, mais bon, voilà, c'est la situation sur ce sujet. Nous allons continuer à vous tenir au courant, comme tu dis, mais la Somalie est un pays, c'est un gouvernement qui dit, du moins pour l'instant, rétablir l'ordre. Les images disent autre chose, mais bon, eux disent qu'ils ont rétabli l'ordre, que tout est, soi-disant, tranquille maintenant, n'est-ce pas? Bon, eh bien, c'est comme ça. Comment vas-tu, Garman? Garman, salutations. Bonjour, MT. Il dit, dites, est-ce que vous saviez que Trump... Non, ils détestent les Mexicains, ils sont moches, haha, je ne savais pas, je l'ai vu ce matin au journal télé, dit MT. Mais bon, vu de qui ça vient, hein? Comme on dit, Walter, comment vas-tu? Panterita, très bien, salutations à toute la communauté présente, et Francisco Arce, comment vas-tu? La Volpe dit qu'il vit au Mexique depuis 40 ans, et qu'il a toujours l'accent à cause de ça, l'accent je peux le comprendre, mais la langue, non? C'est ce qui m'étonne. Il parle parfaitement espagnol, mais tu as raison. L'accent, surtout chez les Argentins, ne change pas beaucoup. Ils le gardent toute leur vie, même avec des enfants, ils continuent à parler pareil. Les enfants gardent aussi l'accent argentin. Oui, c'est curieux avec l'accent. Passons à d'autres sujets importants. Écoutez ça. Il doit être presque l'aube là-bas en Iran, mais on entend au loin, d'après les rapports, les avions qui volent près de l'Irak, de l'Iran et de toute cette région. Que se passe-t-il ou que pensez-vous qu'il se passe là-bas? Des avions américains, selon eux, survolent l'Irak près de Bassora, accompagnés d'explosions compatibles avec des interceptions antiaériennes. Eh bien, il y a beaucoup de mouvements en ce moment. Il se passe des choses. Demain, il y aura sûrement plus d'informations sur ce qui s'est passé si l'Iran communique sur certains de ces événements. Aujourd'hui, Donald Trump a affirmé que l'Iran n'a pas d'autre choix que de négocier avec Washington. Mais il a reconnu que les dirigeants iraniens sont forts et fiers. Et beau, à moins qu'ils ne soient là et que le processus prendra du temps. C'est-à-dire, nous sommes là, coincés dans un cycle qui ne semble pas prêt de se terminer, mais bon. Le président a fait cette déclaration aujourd'hui sur NBC News, où il a également défendu le rythme des discussions. Il a rejeté les critiques, évidemment, de ceux qui exigent que ce sujet soit déjà terminé. Cela fait 4 mois qu'ils sont bloqués sur un problème censé être résolu en 1 semaine, 4 au plus.
Et il y a un cycle très intéressant dont tu parles, qui serait ce cycle-ci. Attends, celui-ci, attends une seconde, je vais mieux le mettre dans le bon sens. Voilà, c'est bon, là. C'est celui-ci, ce cycle. Voyons, celui-ci. Ce n'est pas un cercle vertueux comme celui qu'on enseigne à l'école, c'est l'inverse. Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Comment va le premier? Allons, en négociation en cours. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, nous progressons. Et puis, l'Iran, sinon, si tu n'acceptes pas la négociation, on va te punir. C'est le genre de commentaire typique que fait Trump, qu'il a fait, il me semble, hier ou avant-hier. Et puis, en bas, il dit, voyons, fais descendre, parce que je n'arrive pas à le voir d'ici. Il dit, nous attendons qu'ils nous répondent. Et puis, ils répondent, et ensuite, oh, cet accord est nul. Et on recommence depuis le début. Donc, nous sommes en train de négocier, nous discutons. Cela va se faire dans quelques jours, dans une semaine, et puis on recommence et ils nous répondent. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas mauvais, nous sommes coincés. Je veux sortir de ce cycle, s'il vous plaît. Dit Sol Garcia, cycle destructeur. Pas aimable. Oui, non. Rien de vertueux. Exactement. Oui, il a un nom. Cercle. Cercle vicieux. Vicieux. C'est un cercle vicieux, oui, c'est vrai. Eh bien, voilà. C'est comme ça que les choses se passent dans ce domaine. Il y a une réunion qui se tient au Tennessee, aux États-Unis, avec des experts nucléaires. Cela vient de la part du gouvernement des États-Unis. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il a été révélé que les envoyés spéciaux sur la question de l'Iran. Eh bien, il s'agit de Steve Witkoff, qui est aussi responsable des affaires concernant la Russie, et de Jaron Kushner, qui est le gendre de Donald Trump. Parlons de népotisme ici. Eh bien, ce sont les envoyés spéciaux sur la question de l'Iran. Et hier, jeudi, de façon très discrète, sans parler du sujet, ils se sont réunis. Ils sont allés au laboratoire national d'Oak Ridge, dans le Tennessee, pour rencontrer une équipe d'experts techniques qui pourrait jouer un rôle dans les négociations nucléaires avec l'Iran. Il faut rappeler que la Maison-Blanche tente de conclure un accord avec l'Iran sur le nucléaire, même si aujourd'hui quelqu'un a affirmé que cela ne sert plus à rien, que tout est déjà réglé. Mais bon, selon des responsables américains et des sources régionales impliquées dans ces négociations, les États-Unis et l'Iran ne sont toujours pas d'accord sur cette question, sur la question nucléaire, et les sources assurent que les négociations, ne sont pas claires, s'il y aura une issue ou non, si un accord sera trouvé ou non. Et cette réunion à Oak Ridge, cela ne signifie pas qu'un accord va être trouvé, mais c'est tout de même un signe que les négociations sont dans une phase très sérieuse et qu'il y a beaucoup de possibilités d'y parvenir, et c'est ce qui ressort, de l'une des fuites sur le sujet. Bon, voilà, c'est-à-dire, ça en dit déjà pas mal. Parfois, ce qui n'est pas dit en dit long, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, déjà, si cette réunion a lieu et qu'ils la tiennent de manière discrète et tout ça, ça te montre où se situent les préoccupations en ce moment, n'est-ce pas? Attention à la question nucléaire sous divers aspects, notamment l'uranium et sa récupération, n'est-ce pas? Pour commencer, c'est comme un type de gaz, la matière est à l'état gazeux. Oui, de la poudre et je ne sais quoi d'autre. Et puis il y a le sujet de la centrale nucléaire des Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, à l'AIEA, ils disaient « S'il vous plaît, ne vous attaquez pas ». Et ils disent « non, plus jamais ». Nous dénonçons l'attaque de l'Iran contre les Émirats Arabes Unis, mais eux aussi critiquent celle contre la centrale nucléaire iranienne, n'est-ce pas? Ou contre l'installation nucléaire d'Israël ou de l'Ukraine, ils affirment que le risque est identique partout, concerne tous et ne doit pas arriver, car si les attaques débutent nucléaires, c'est-à-dire des attaques contre des centrales nucléaires, cela peut créer des zones où une partie de la population ne pourra même pas vivre, n'est-ce pas? C'est donc un sujet qui représente un risque important et qui affecte évidemment aussi la planète. Tu sais, les gens qui se trouvent à cet endroit du Tennessee, à Oak Ridge, sont des personnes spécialisées dans le traitement de l'uranium et dans la question de la centrifugation utilisée pour enrichir l'uranium. Et ils ont déjà de l'expérience avec cela, y compris avec du matériel qui a été retiré au Kazakhstan et à Alivia à l'époque. Cela au Kazakhstan s'est produit lorsque l'URSS s'est dissoute, c'est quelque chose dont nous parlions ici, cela s'est fait en silence, il n'y a pas eu d'informations. Après très longtemps, on l'a su, mais bon, ils ont déjà géré ce sujet au Tennessee. Eh bien voilà le sujet, non? Quelque chose d'autre à propos de ce sujet? Non.
Attention à toute la communauté migrante, à tous les migrants hispaniques qui nous écoutent, en ce moment même. Parce qu'il y a des changements dans le gouvernement des États-Unis concernant la gestion des banques, que se passe-t-il? Où en est la situation? Aujourd'hui, il est annoncé que le réseau de contrôle des crimes financiers des États-Unis, appelé FinCEN, a émis un avis à l'attention des banques et des coopératives pour qu'elles identifient et signalent les opérations suspectes liées à l'emploi de migrants sans papier. Le document publié par FinCEN, cet organisme qui dépend du département du Trésor des États-Unis, fait donc partie de la nouvelle politique de Donald Trump qu'il avait déjà annoncée depuis plusieurs jours. Quelqu'un a récemment posé une question à ce sujet ici. Où en est-on? Eh bien, aujourd'hui, ce sujet ressort parce qu'il cherchait à durcir les mesures financières envers les migrants, ce qui, en fait, leur pose des obstacles depuis le début. Et donc, cette disposition s'aligne avec le décret présidentiel 1446 publié le 19 mai de cette année, et elle vise à restreindre les pratiques liées au crédit, aux services financiers et à l'emploi de personnes sans autorisation de travail, c'est-à-dire les migrants en situation irrégulière. Des migrants qui, auparavant, n'avaient pas ce problème et à qui l'on crée maintenant un problème, justement, dans leur base économique. Regardez, il y a en ce moment une plainte très forte des États-Unis, parce qu'ils se retrouvent sans scientifiques, sans mathématiciens, sans ingénieurs, parce qu'ils ont été. S'ils sont stricts avec les migrants illégaux, ils sont 2 fois plus stricts, voire 2,5 fois plus stricts avec les migrants légaux. Ils sont désormais plus stricts avec les migrants légaux qu'avec les illégaux. Oui, donc à cause de tout ce qu'ils font, parce qu'ils disent « si tu ne remplis pas ces conditions, tu es dehors, sinon je ne sais pas quoi ». Alors les entreprises des États-Unis, ce qu'elles décident, c'est de venir au Mexique, d'aller au Canada ou en Europe, ou ailleurs, là où on leur permet d'avoir des migrants hautement qualifiés. Et donc je dis bienvenue, vraiment bienvenue ici avec plaisir, parce que n'importe quel pays qui a un peu de bon sens va se dire « hey, c'est génial de pouvoir avoir ce groupe d'avant-garde, de scientifiques, d'innovateurs, de tout ce que tu veux. Donne-leur la permission. » Non ? Ou alors c'est parce qu'ils viennent d'un pays que je n'aime pas ou qu'ils n'ont pas d'argent car ils débutent. Oui, mais s'ils sont sélectionnés là-bas, c'est qu'ils sont très qualifiés. Et si les États-Unis ont de bonnes universités ? C'est certain, mais une grande partie de ces étudiants universitaires sont des étrangers. Quand ces étrangers sont déjà recherchés par les entreprises, aujourd'hui, disons que ce Sud-Coréen, ou peu importe, ou Chinois, peu importe, il est excellent dans ce qu'il fait, n'est-ce pas? Ou il est mexicain, il est salvadorien, c'est-à-dire, il est excellent dans ce qu'il fait. Il a un niveau de mathématiques impressionnant. On va lui confier du travail et l'embaucher avant qu'une autre entreprise ne le fasse ou qu'il reçoive des offres d'autres pays. Les États-Unis disent maintenant que plus personne ne veut venir chez eux. Il y a une débandade, il y a un exode. Ils partent en Allemagne, ils partent en France, ils partent dans plein d'endroits. Et en fait, les Français l'ont dit publiquement, ainsi que d'autres pays. Ils ont publiquement déclaré qu'ils allaient investir tout ce qu'ils pouvaient pour attirer tous ces cerveaux. Ils invitent tous les cerveaux que les États-Unis sont en train de chasser. Venez par ici, ici on veut innover. Donc ceci, ce n'est pas un problème qui va se voir à court terme, mais à long terme, cela peut leur poser un grave problème de ne plus être les pays innovants comme les États-Unis. Par exemple, en IA, en intelligence artificielle, quand tu vérifies qui travaille sur ce sujet, beaucoup d'entre eux ne sont même pas des États-Unis. Donc c'est-à-dire l'équipe, n'est-ce pas? Donc bon, c'est un sujet préoccupant et ils sont en train de faire le travail à leur place. C'est facile. Le travail, exactement. Eh bien, les signaux du FinCEN qui pourraient être affectés sont les suivants. Utilisation intensive de l'EITIN sans document de travail valide, transfert via des entreprises non enregistrées, paiement fréquent en espèces, mouvement via des applications entre particuliers. Activité financière qui ne correspond pas à l'activité déclarée, opérations liées à des intermédiaires de travail et possible évasion de retenue physique. Ce sont les signes pour lesquels ils pourraient, essentiellement, geler, garder l'argent. Eh bien voilà, n'est-ce pas? C'est-à-dire passons à d'autres sujets, d'autres thèmes également importants. Importantes. Écoutez, eh bien, il se passe quelque chose d'étrange en Iran. De toute façon, il y a déjà des choses de très bizarres.
mais à l'intérieur des comptes bancaires, des utilisateurs, des citoyens. Tout à coup, ils s'en rendent compte, ils vont là-bas pour voir leur argent, ils veulent que retirer quelque chose et on leur dit non. Mais cette somme, vous ne l'avez plus, des montants importants d'argent disparaissent en Iran. Exactement. Eh bien, la population, les Iraniens, dénoncent la disparition de fonds bancaires et évidemment, la méfiance envers les banques nationales ne cesse de croître. Les plaintes concernant la disparition de fonds alimentent donc cette méfiance avec des clients qui signalent des pertes inexpliquées et des explications contradictoires de la part des banques. Une enquête menée par Alura a rapporté vendredi de multiples cas où les titulaires de comptes ont affirmé que leurs fonds avaient disparu. De la même manière, la banque Melmeli et Banque Sefar, et à certains, on leur a dit que les pertes étaient dues au piratage informatique, à des cyberattaques attribuées à des agents hostiles. Vous savez, il y a les États-Unis, il y a Israël, tandis que d'autres n'ont tout simplement reçu aucune explication claire, on n'a même pas pris la peine de leur en donner une. Selon les médias d'État, la Banque centrale d'Iran a déjà reconnu que certaines institutions bancaires avaient été la cible d'attaques cybernétiques et physiques, mais les autorités n'ont confirmé aucun vol systématique de dépôt ni de perte généralisée de comptes. Eh bien, le rapport a également cité des militants et des figures de l'opposition qui affirment que les autorités ont élargi l'utilisation de mécanismes juridiques et sécuritaires pour geler ou confisquer les biens des personnes accusées de collaborer avec des pays étrangers. Eh bien là c'est clair, non? Je veux dire, évidemment, c'est leur approche. Quelque chose d'autre à propos de ce sujet? Non, rien de plus. Passons aux autres sujets importants. Merci. Eh bien, vous vous souvenez de ce garçon là-bas au Brésil qui a observé un objet, un ovni, n'est-ce pas? Qui apparaissait par là, soi-disant un influenceur et d'ailleurs aussi éleveur, eh bien il rapportait cela. Apparemment, les services de renseignement du Brésil se sont réunis. Regardez, là, il y a le soi-disant objet au-dessus d'une colline. Et Certaines vidéos de lui sont très longues. Ce n'est pas comme d'habitude où on ne montre qu'une seconde après signalement. Non, il y a des vidéos et lui aussi donne son témoignage en disant qu'il entend des sons étranges et je ne sais pas quoi d'autre. Mais il y a quelques informations intéressantes, non. D'abord, qu'est-ce qui lui est arrivé? L'armée de l'air brésilienne, la FAB, a officiellement nié avoir détecté un quelconque objet volant. Du moins, ils disent ne pas l'avoir identifié. Cela concerne les incidents signalés survenus le 31 mai. C'est à ce moment-là. Cela se passe à Campo Largo, c'est ainsi que s'appelle cet endroit ou cette commune qui est proche de Curitiba, une capitale écologique du Paraná. La controverse a commencé lorsque cet influenceur appelé Mike Leao a publié des vidéos montrant des lumières étranges dans le ciel nocturne de la zone rurale où il se trouve. Selon lui, les lumières ont également généré des sons inhabituels, provenant d'une zone très boisée et difficile d'accès. C'est pourquoi il n'a pas pu s'y rendre. Le département de contrôle aérien ou de l'espace aérien, appelé DCEA avec un C et non un S, l'organisme indépendant également de la FAB, a informé que tous les systèmes de surveillance sont actifs et qu'au moins eux, ils n'ont absolument rien détecté. Les radars de défense aérienne surveillent en permanence tout le sud du Brésil et, en fait, tout le Brésil. Selon eux, ils n'ont enregistré aucune anomalie, du moins pas officiellement. Les autorités ont aussi contacté les aéroports locaux pour vérifier. Aucun phénomène étrange n'a non plus été détecté dans les aéroports. Le communiqué officiel affirme qu'ils ont mené des vérifications et qu'au moins eux, en particulier, n'ont rien trouvé. Ce qui attire aussi l'attention, c'est que l'agence brésilienne de renseignement, l'AVEN, aurait soi-disant envoyé un message, n'est-ce pas, à cette personne, mais il le nie. Donc il reste un doute sur le fait que quelqu'un ait simplement publié un post sur le document. Ils affirment ne pas avoir contacté cette personne et précisent ce point. Et bien sûr, nous continuerons évidemment à vous tenir informés. Garman a posé la question. Non, c'est pour cela que je commente. Nous n'avions pas prévu d'évoquer ce rapport, mais j'ai tout de même suivi l'affaire. En réalité, il y a peu de nouveautés. Je viens de vous expliquer la situation.
Je parle de mise à jour parce qu'il y a effectivement du nouveau puisque finalement Avin a réagi. Cette agence aérienne a aussi réagi. Pas aérospatiale, je veux dire aérienne. Ce n'est pas le cas. Le département de contrôle de l'espace aérien, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? Bon, et la FAF aussi a réagi, ce qu'on n'avait pas encore mentionné. Donc on met tout à jour d'un coup. Voilà. Eh bien, les États-Unis ont pris une mesure très forte, très intense, parce qu'ils considèrent le contre-espionnage israélien comme un risque. Alors voyons ce qui se passe, ce qu'ils ont dit, où en est la situation. D'accord. Selon les informations, cela a été publié par le média NBC, où le Pentagone vient de relever le niveau de menace du contre-espionnage israélien. Au niveau critique, c'est la désignation la plus élevée possible en raison des inquiétudes selon lesquelles Israël espionnerait de manière agressive des hauts responsables américains. Selon des responsables américains, l'agence de renseignement de la défense a publié cette évaluation ces dernières semaines parce qu'Israël fait un effort particulier pour surveiller de hauts responsables américains afin d'obtenir des informations. Des informations sur les délibérations internes et la prise de décision de l'administration Trump. Cela concerne évidemment la question de l'Iran, celle du Liban et cet allié qui, a été l'un des alliés les plus proches des États-Unis. Il est maintenant classé comme une menace critique en matière de contre-espionnage, ce qui correspond au même niveau que les puissances étrangères hostiles. Parce qu'il espionne le cercle intime du président pour savoir si les bombardements contre l'Iran vont reprendre ou si l'accord va être signé. Selon les responsables américains, ils utilisent déjà des téléphones jetables et évitent de parler dans les chambres d'hôtel en présence de visiteurs israéliens. Une experte du CIS-CISS qualifie également le renseignement israélien d'hyper-agressif et d'extrêmement intéressé par ce qu'ils font. Trump, après avoir crié à ce Netanyahou qu'il était fou et après la fuite sur Axios, cela a vraiment provoqué un mécontentement. Et la lettre de Netanyahou était donc conçue pour une intégration militaire. Actuellement, la section 224 en question, qui relie les systèmes militaires et de données des deux pays, est en pause et le Pentagone a officiellement désigné Israël comme une menace. Et ces dernières semaines, le Congrès a également pris des mesures pour connecter directement Israël à la base industrielle de défense des États-Unis. Donc, il y a deux choses qui se passent en même temps, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une bonne relation, parce que si on regarde, il y a plusieurs sénateurs et membres du Congrès qui sont très proches avec Israël en même temps. On voit qu'Israël a déjà une attitude d'espionnage forte envers les États-Unis, ce qui en réalité n'est pas une nouveauté. Il mène toujours des enquêtes approfondies sur tous. Je doute qu'il fasse confiance à quelqu'un. Non, bien sûr. Les États-Unis aussi espionnent ailleurs, mais il y a un certain niveau, n'est-ce pas? Je veux dire de subtilité et tout ça. Mais quand c'est très agressif, quand tu imagines, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de prendre une décision, tu vois? Au plus haut niveau, il y a Trump là, en train de prendre une décision avec son cabinet, et tout à coup, imagine que Yahoo t'appelle, que quelqu'un t'appelle et te dise « Et de le camp peut-être banchetra, et je sais déjà ce que vous allez faire ». Je ne suis pas d'accord. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Il y a des circonstances où ils prennent de l'avance sur certaines choses. La station des États-Unis a commencé à s'inquiéter, non? Et ils ont commencé à se rendre compte que, le niveau d'espionnage est déjà devenu trop agressif, au point qu'ils doivent renforcer la sécurité. Et ils n'en parlent même pas, même quand il y a des diplomates israéliens en ce moment, parce qu'ils soupçonnent qu'ils pourraient être surveillés, écoutés, tout ce que tu veux. C'est quelque chose sur lequel Israël s'est toujours concentré et a beaucoup misé, n'est-ce pas? Le domaine du renseignement, et c'est très bien quand c'est en ta faveur, je veux dire. Pour les États-Unis, après ça paraît très bien parce que c'est en leur faveur, mais quand c'est utilisé contre eux, quand c'est utilisé pour modifier des décisions, c'est là que tu te rends compte que ce n'est pas dans ton intérêt d'être espionné, même si ce sont des amis. N'est-ce pas? C'est pour ça aussi qu'à l'époque, quand Wikileaks est sorti et qu'on a rapporté comment les États-Unis espionnaient la France, l'Allemagne, tous les pays amis. Il y a eu un fort mécontentement de la part de ces pays européens. Et j'imagine qu'en interne, ils ont dû faire beaucoup de changements pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. Oui, c'est-à-dire beaucoup de changements pour ne pas être espionné aussi facilement, non? Ça, ou bien aussi, c'est énorme, non? Oui. Abordons d'autres sujets et thèmes importants.
Il y a un cas, je veux dire, passons aux commentaires, non. Mais il y a un cas de la FIFA en ce moment avec le sujet de la Coupe du Monde où il y a eu une erreur dans l'application ou quelque chose comme ça et des gens ont reçu des billets gratuits pour aller à la Coupe du Monde. Environ 60 personnes. 60 personnes qui ont eu cette chance et maintenant on leur dit d'aller payer, qu'il ne faut pas abuser, qu'ils doivent payer ou quelque chose comme ça. Tan... oh, Obligés de payer ou non, je ne sais pas comment ça se passe, mais au minimum. J'espère que la FIFA leur fera payer, et si elle doit leur faire payer, qu'elle leur fasse payer le prix juste et qu'ils n'essaieront pas de leur faire payer plus. Parce que tu vois, ils ont fait, comment ça s'appelle, une augmentation des prix par les utilisateurs eux-mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les utilisateurs revendent à un prix exorbitant, n'est-ce pas? Franchement, c'est incroyable, mais bon, qu'est-ce qui va en sortir? On ne sait pas. Eh bien, ce que la FIFA a fait en ce moment, c'est que, évidemment, de leur côté, ils n'ont jamais perdu, ils n'ont pas annulé les billets pour la Coupe du Monde, mais ils sont toujours réservés, c'est-à-dire qu'ils restent réservés. Et donc, ils ont invité ces supporters, ces 60 supporters, à payer en interne le montant correct, c'est-à-dire qu'ils ne leur font aucune réduction ni rien du tout. Évidemment, eux ne perdront jamais. Et bon, il s'agit du dernier problème qu'ils ont eu concernant la vente de billets pour cette nouvelle Coupe du Monde, qui, eh bien, a été très controversée à cause des coûts et aussi très critiquée par les procureurs généraux de New York et du New Jersey aux États-Unis pour violation des lois de protection des consommateurs. Eh bien, aux États-Unis, sur ce sujet, ils ont effectivement des règles très strictes et la FIFA s'est vraiment moquée de tout cela pour être honnête. C'est le 11 juin que ça commence. Oui, ce sera jeudi. Non? Ce jeudi-là, c'est-à-dire quel jour sommes-nous jeudi? Jeudi, c'est le 11. C'est bien le 11 car l'inauguration a lieu au stade Azteca. C'est dans le texte. À Mexico, au Mexique contre Afrique du Sud, je trouve ça génial que le match d'ouverture soit celui du Mexique. Mieux vaut qu'il gagne et inflige une raclée. Ou contre l'Afrique du Sud. Contre l'Afrique du Sud. C'est idée les gens. Et évidemment, ce serait... Non, ils doivent gagner et bien gagner, mais vraiment bien. Elle, l'Azteca, je n'imagine même pas à quel point il va être plein à craquer et ils vont être là, eh bien, en train de chanter, je ne sais pas. Ça va être super intéressant. Le 11 juin, le prochain. 11 juin, eh bien, ce sera le match, et bon. Eh bien, nous y serons déjà, ici à Monterrey. Aucun match ailleurs qu'à Mexico et Guadalajara, seulement à ces deux villes. Et Samuel, le gouverneur ici, a fait un caprice, un gros caprice, parce qu'il voulait qu'il y ait un match du Mexique ici. Mais non. Eh bien, ça aurait été bien, ça aurait été bien. Dites-moi comment ça va pour vous, comment vous allez, qu'est-ce qu'on raconte? Par ici. Salut à tous, mec. Le problème des États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de scientifiques nationaux, et c'est un gros problème. Nous devons recruter des gens du pays. Salut, comment tu vas? Très bien. Salut à Tapatia, comment va-t-elle? Elle n'a pas gagné, mais elle remporte le pain sucré. Ils vont voir ça. Ça de justesse, 63 non. Sans que je n'écris pas. Non, regarde, les biscuits sont croustillants. C'est pourquoi je n'aime pas ceux des États-Unis, aux pépites de chocolat, car ils sont trop mous. Moi, je préfère les croustillants. Qu'est-ce que c'est bon? Il dit mais erreur ou pas, ils les ont déjà offerts. Laissez tomber, vous n'allez pas devenir pauvre pour ça. C'est pas cool, vraiment. Oui, je sais. Non, ils ne perdent pour rien au monde. C'est fou. Même la moindre miette, ils vont se battre pour. Salutations à Miguel Alejandro, et on va au Mexique. Voilà, le meilleur des chances, c'est un 3-1. Un 3-1, un 3-1, exactement. Salutations à Sofé. Regardez comment va Sofé. Salutations Miguel, salutations à Sofé. Très bien, salutations. Bonsoir. Salutations à Leonardo, et elle dit les empanadas, ces empanadas. Il priait pour que les taux bancaires n'augmentent pas et cherche du travail. Lui, je ne comprends pas. C'est quoi les empanadas? Dans ces empanadas, à elle? Comment ça s'est passé? Voyons si ce n'est pas là. Ils se sont trompés là-bas. Salutations à Amanda Antonio. Comment vas-tu? Quoi de neuf? Et à Panterita qui mentionnait un séisme ressenti. Où ça? Panterita est à Mexico. À Mexico, bien sûr. Salutations à Rublox. Comment vas-tu, Rublox? Et MT dit « Je suis Team Galeta ». Oui. Yumi. Oui, c'est que je l'ai mieux, ça. Salutations aussi à Francisco. Il dit « Le pain des morts, les galettes des rois, car elles sont très bonnes. » Oui, elles sont très bonnes. Oui. Je n'étais pas fan de l'art. De la même manière de la galette des rois jusqu'au 6 janvier dernier. C'est cette fois-ci que nous avons acheté là, dans cet endroit. Nous l'avons acheté frais. Oui, elle est très bonne. Et la petite figurine? Non, la petite figurine, ils l'ont vraiment soignée. Elle est super jolie.
Très joli, oui, oui, en céramique. Salutations à Ernesto Alonso qui dit oui, ici au Costa Rica, dans certains endroits, il a beaucoup plu à Guanacaste, San José de Heredia et à Cartago, mais à Cartago non, pas beaucoup. Salutations. J'espère que le Mexique fera bien à la Coupe du Monde. Salutations Ernesto. Très. Merci beaucoup, Ernesto. Toi, tu es là-bas au Costa Rica dans ta zone. Il est au Costa Rica. Dans ta zone, ça n'a pas frappé fort ou comment ça s'est passé? Raconte-nous, s'il te plaît. Et celui-ci dit Marvin, pronostic pour le Mexique contre l'Afrique du Sud. Allez, donne ton pronostic, Marvin. 2-1. 2-1. Voilà. Je pense que le Mexique va gagner 2-1. Voilà. Salut, Marvin. MT dit aussi 2-1, en faveur du Mexique. MT dit, salutations MT, comment vas-tu? Léonard dit, Pépé Yastrid dit, je me demande si les ennemis des États-Unis vont pouvoir faire des piratages et causer des problèmes à la FIFA pendant les matchs. Ils vont essayer? Bien sûr, je pense que oui. Que la question de la cyberguerre, surtout, va être l'une des activités les plus intenses qu'ils vont essayer de provoquer là-bas. Salutations. Salutations, Léonard. Qu'en penses-tu? C'est-à-dire, comment tu vois ça, Léonard? C'est-à-dire, tu penses qu'il pourrait y avoir des problèmes de ce genre? Ce serait l'une des choses qui pourraient arriver. Je veux dire, c'est parmi les moins graves, disons, mais parce que ça provoque beaucoup de chaos et tout ce que tu veux. Mais je pense aussi qu'il peut se passer d'autres choses. J'ai l'impression que dans ce cas, les Iraniens sont vraiment passionnés de football. Non, je parle du pays en général. Oui. Tu parles des gars quand ils partent en vacances, qu'ils traversent l'océan pour être plus proches. Hé, Eric Marino, j'ai la date en tête, mais je préfère ne pas la dire. Non, je ne veux pas que ça sorte. Pour ne pas en parler, mais oui, j'ai une date. Ce n'est pas encore sûr à 100%, mais évidemment, j'ai une date. Mais je préfère ne rien dire tant qu'on n'a pas les billets en main, en gros, et que tout soit prêt. Il demande, quel temps fera-t-il au stade Azteca ce jour-là avec les Tecos? Bonne question. Et on peut déjà voir, parce que surtout la météo la plus précise, on la voit à peu près au maximum 15 jours à l'avance pour ce qui est de la pluie, n'est-ce pas? Alors on va juste vérifier ça, c'est-à-dire juste en regardant. Parce que je veux dire, à Mexico il ne fait pas chaud, et je ne pense pas qu'il va faire trop chaud en ce moment, mais c'est plutôt l'accumulation d'eau qui compte, n'est-ce pas? C'est-à-dire le 11, juste le jour en lui-même. Nous allons y aller le 10 et le 11. Ça peut être réduit. Oui, ça peut être réduit. Nous allons le voir les 10 et 11 à Mexico. Nous allons le voir, permettez-moi un instant. Là, ce sont les figures, au fait, comment ça s'appelle? De drones. Ils ont pratiqué à l'intérieur aujourd'hui, pas à l'extérieur du stade Azteca? Je ne la montre pas trop parce que je ne sais pas si ça va me causer des problèmes, mais bon, ils faisaient les images avec des télécommandes, comme dit Street, en formant des figures de football. Oui, c'est ça. Ce sont des gens qui sont dehors et qui les filment? C'est exact, mais bon, écoutez, voyons voir. Nous allons nous rendre à Mexico, c'est le 10 et le 11. Prévision. Mexico, c'est au sud ou c'est là où se trouve le stade Azteca? Voyons voir si ça me le laisse, si ça me laisse le mettre ici. Ce stade Azteca. Voyons voir, c'est comme ça qu'ils me le mettent. Regarde Simon Casa, s'il me le met. Un salut à San Cuyo, d'accord. Voyons voir, alors il me le met. Voyons où il place les petites icônes. C'est sorti, oui, c'est bien sorti. Voyons, c'est là, c'est ce petit point blanc. Oui, ce moment-là. Bien que dans le stade Azteca, entre le 10 et le 11, qui est le moment où le match va avoir lieu, l'accumulation d'eau sera celle-ci. C'est ce point 18. Oui, comme tu veux, si tu veux voir. Non, on ne le voit pas à l'écran. Pardon, oui, je ne te vois pas. Voyons où c'est. Là, c'est là. Regarde, c'est ce petit point. Là, c'est le stade Azteca. Et à cette hauteur, il y a ce tissu. Non, ne bouge pas, tu ne te prenais pas. Bon, à cette hauteur, pour être très très précis, c'est 18,8 mm de pluie, n'est-ce pas? Alors apparemment, il va pleuvoir, n'est-ce pas? Donc, faites attention à ce sujet, d'accord? Si tu veux, donne un coup de pied au petit copain, c'est embarrassant. C'est Pepe, le gouverneur de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Jalisco? Quel est l'État? Les Jalisco, ça se casse toujours pour moi. C'est merveilleux. Monte ici parce qu'il dit qu'il est allé accueillir ceux de Corée du Sud avec des mariachis. Il dit qu'il a voulu les saluer, il leur tend la main comme ça et personne ne le salue parce qu'en Corée ce n'est pas l'habitude. On fait une inclinaison et c'est tout. Le gars reste la main tendue, puis il fait un geste je ne sais quoi. Quelle honte! J'ai eu honte et de la peine pour lui. Mais bon, il faut aussi s'informer. Georges leur parle en espagnol et les gars ne parlent pas espagnol. Mais il ne devrait pas saluer, je pense. Je veux dire, regarde, quand tu vas au Japon, tu fais ce qu'ils font.
Mais si tu vas dans un autre pays, qu'est-ce qu'on attend qu'il fasse? Quelqu'un leur a dit qu'il était le gouverneur. Peu importe, je veux dire si c'est quelqu'un. Évidemment, c'est l'autorité, une autorité ou quelque chose comme ça. Mais bon, oui, enfin, non. Ce sont des chocs culturels, ce n'est rien de grave, personne ne s'en mêle. Il a plu tout l'après-midi. Tu vis à Tamaulipas, non? Ici, la moindre pluie cause des inondations. Heureusement, pas là où je vis, mais dans les quartiers périphériques. Ces pauvres gens, n'est-ce pas? C'est que c'est, je te jure, c'est n'importe quoi. D'un coup, ce problème des pluies. Parce qu'ici aussi, c'est pareil. Tu ne crois pas? Oui, exactement. Il est resté en plan. Et je le regardais tout à l'heure et je me suis dit que j'avais halluciné qu'il était resté avec la main qui pendait. Mais non, il reste vraiment avec la main. Tu n'as pas la vidéo de ça, par hasard? Ce stéréotype, laisse-moi en profiter tranquillement. On considère que ce jour-là, il va y avoir une pluie modérée. Bon, c'est-à-dire ce n'est pas une pluie très forte. Enfin, c'est quand même une pluie importante, n'est-ce pas? Alors disons que c'est ce qu'il va y avoir maintenant au niveau des températures. Ce même jour, nous allons le voir. Ce jour-là, il devrait faire... Voyons voir ce jour-là. Le moment le plus chaud sera autour de 20 degrés. C'est-à-dire, ce sera aussi assez agréable, il fera frais, froid. Ce ne sera pas ainsi, apparemment. Amis de la ville de Mexico. Je trouve que le climat est vraiment agréable, et tu vois, je le remarque déjà ici. Regarde, c'est ce que je pense. Il fait autour de 20 degrés, très chaud, mais là-bas, à Mexico, le 11, il fera apparemment 11 degrés, ça aussi. On verra bien si la température sera là, mais laissez-moi recharger la page. Si ce n'est pas ce qui est indiqué. Le vent. Eh bien, le 11, voilà. Le 11, c'est pareil. Le jour, le moment le plus chaud. Parce que tard dans la nuit, il fait même autour de 13 degrés, 15 degrés. Mais bon, il va faire très beau. Le temps sera très agréable là-bas. Oui, il pourrait y avoir un peu de pluie, mais rien d'extrême. Juste une pluie modérée. Normalement, non. Bonne question, il dit... Il faudrait le voir. Il faut le voir, n'est-ce pas? Pour voir si on peut mettre l'image ici. Oui, vas-y, tu m'en diras plus. À la minute 20, puis à la 27, c'est la vidéo du même gouverneur. S'ils avaient coupé ce morceau, en plus tout le monde recule comme moi je suis ici sur cette petite chaise. Ou... si je te l'ai envoyé. On va voir. C'est à la minute. Celle-ci. Et... Ce sont 40 secondes. Oui, à partir du 20. Mais ce sont 40 secondes. Oui. Je sais, il demande le 20 à... Voyons. Donc voyons, on va voir. Leçon des cours. Attends, anglais. C'est le petit morceau. Ils arrivent au là. Ce sont ceux de Corée du Sud. Ils viennent de Corée du Sud. Et il leur serre la main. Peut-être qu'ils ne parlent pas anglais, qui sait? Non, si. Ils parlent anglais, oui, parce qu'ils sont très impliqués dans ce domaine, nous les attendons. Bon, voilà. Non, bon, eh bien, c'est comme ça. C'est comme ça. Et bienvenue. C'est comme ça. Et puis il dit qu'ils n'ont pas honte pour le gouverneur de Jalisco. Les Coréens sont très gentils. Même dans leur pays, ils discriminent beaucoup les Mexicains. Peut-être qu'ils le font même exprès et qu'ils commencent à croire en cela. Je sens aussi qu'à leur arrivée, les Japonais ne connaissaient pas vraiment Samuel. Il ne faisait pas que distribuer des petits chapeaux, donc on ignore s'ils savaient qui il était. Certains pensent que c'est un Américain. Salutations à Marvin. Oui, j'ai entendu parler du tremblement de terre au Mexique et des salutations envoyées cet après-midi. Salutations pour cet après-midi. Oui, il y a environ 5 heures. Oui, c'est vrai, c'est le service sismologique qui l'a signalé. Oui, je l'ai ici. Regarde, c'était un 4,1, presque un 4,2. 4,2, même si c'était à Oaxaca, et j'imagine qu'on l'a ressenti au Mexique, n'est-ce pas? Hier, il y a aussi eu des microséismes, non? Les avez-vous ressentis? J'imagine que oui. Et aussi, il y a 8 heures, celui de 5,2, 5,6 est resté stable. Dans le Guerrero. Oui. Oui, 5,0. Bon, je crois que c'était 5,6 préliminaire. Tu as raison, c'était 5,2 préliminaire, 5,6, et puis finalement c'était... Regarde, c'était de 5,2, mais à une profondeur de 5 km. Donc c'était vraiment très superficiel là-bas. Le séisme. On va à superficiel. Ici, Armando dit que les Sud-Africains sont à l'aise avec la chaleur. Ceux qui sont en train de fondre, ce sont les Norvégiens. Eux, ils s'entraînent déjà aux États-Unis et aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Ils sont déjà allongés sans chemise, semblant évanouis à cause de la chaleur. L'homme dit « Voilà ce qui arrive.
car dehors, la vraie chaleur arrive. Oui, mais encore plus comme ça. Maintenant, oui. Pauvre petit, dit-elle. Eh bien, je croyais qu'ils aimaient dans la chaleur et ils s'en vont, voilà. Plage. Oui, c'étaient ceux de Nouvelle-Norvège, ils ne se sont pas entraînés à la station. Les néo-norvégiens sont présents au Mexique. C'est ça, ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis, ceux qui semblent ne pas vouloir, ce sont les Suédois. Les Suédois, Les Suédois, il semble qu'ils ne veuillent pas s'entraîner chez les Tigres et ils demandent aussi le bas réal, tout comme les Tunisiens. Le problème dont je vous parlais, moi j'en parlais à Pépé tout à l'heure dans l'après-midi, eh bien c'est ce que disent les médias d'ici, Le problème c'est qu'ils sont super pro-Tigres et si on leur dit que c'est ça, ils vont dire exactement ça. Donc, eh bien, ce que disent les Tigres, c'est que des gens de la FIFA sont venus parce qu'ils envoient quelqu'un de la FIFA pour vérifier que la pelouse et que les conditions soient les mêmes que celles des autres. Du terrain parce qu'ils ont certaines normes, un certain type de gazon et que bon, ils ont tout mis, la semence et tout le reste, mais que ça n'a pas pris parce qu'il y a eu trop de pluie. C'est un problème contre lequel tu ne peux rien faire à cause de la pluie. S'il pleut, il pleut. Celui du barrel non plus n'est pas incroyable à cause de la pluie. c'est-à-dire, eh bien oui, on leur a déjà dit depuis le début de l'année qu'il y a eu énormément de pluie. Donc non, ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Les arbres sont très verts, mais les terrains non. Imaginez, s'il fait humide et que les gens s'entraînent, ça s'abîme, donc oui, il y a eu des problèmes. Salutations à Martin. On peut aussi parler des banques aux États-Unis et des personnes en situation irrégulière dont les comptes sont annulés ou bloqués. Oui, nous allons mettre à jour tout cela tous les jours, parce que nous savons évidemment que c'est très important pour toute la communauté qui nous suit là-bas. Et donc, eh bien, voyons ce qui se passe, non? Je ne peux pas te donner la réponse pour l'instant. Ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est la dernière chose qu'on sait. Il dit, les Coréens sont super désagréables. J'ai une amie dont la grand-mère est coréenne et elle dit qu'ils ne passent jamais un bon moment là-bas. Ils y vont seulement pour la famille. C'est un sujet en général, pas seulement le sujet, mais aussi la façon dont ils te voient. Si on te voit en surpoids, on te le dit en face. Je voyais une vidéo d'une fille pour qui c'était la 3e fois. Moi, je la trouve mince, normale. Mince asiatique, donc asiatique, mais des États-Unis, mais qui vit, elle est partie en Corée, mais il me semble que c'est un mélange, comme un mélange de chinoise et de coréenne, parce que c'est difficile de la situer exactement. Et oui, c'est la 3e fois cette semaine qu'une dame s'est approchée de moi et m'a dit « Pourquoi es-tu si grosse ?» Et c'est un sujet vraiment compliqué, parce qu'elle dit qu'ils te le disent, parce qu'ils pensent qu'ils te rendent service. Elle répond « Bien sûr que non, n'est-ce pas ?» C'est presque vrai. Je vais voir. Oui, c'est vrai. Laisse-moi vérifier le gasoil si ça ressort et que je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas de miroir à la maison, donc je ne savais pas. Celui-ci, oui, vraiment bizarre, n'est-ce pas? Vraiment bizarre cette attitude. En attendant, ici, ils sondent pour savoir si c'est le pain ou le biscuit. Imaginez. C'est que nous devons parler de quelque chose. Elle dit « J'aime les yeux du cadeau ». Salutations, salutations aussi à celui-ci. Ils ont déjà beaucoup parlé de la chanson de Venegas. Mec, oui, la chanson était horrible, vraiment horrible, honnêtement. Je ne l'ai pas écouté en entier, pas moi. J'ai écouté la moitié, enfin oui, non, je n'ai pas pu. On dirait qu'on me donne des cours de ringardise, vraiment, qu'elle la lise elle-même. C'est qu'ils n'ont pas compris. Oui, on a compris que tu es en train de nous donner un cours sur quelque chose qui a déjà été trop répété et qui a déjà été dit 1000 fois. Bon, j'y viens. En plus, ce n'est pas que la chanson soit géniale. Ce n'est pas cool. Si la chanson était bonne, d'accord, mais... Non, elle n'est pas géniale, juste entraînante. C'était une fille, je ne sais pas quoi. Qui aurait écrit ça, sans vouloir manquer de respect, mais oui, non. Là, elle s'est vraiment trompée, je veux dire, non. Oui, elle chante très bien, je l'aime beaucoup, vraiment, mais bon. Non, elle a vraiment été trop ringarde. Salutations à Mercedes, qui conseille à ceux allant à l'Azteca de prendre les transports en commun à cause des embouteillages et inondations. Vous avez vérifié l'Oxo? Merci Mercedes. Merci beaucoup. Mercedes, énorme salutation. Un très grand salut. Salutations, il dit bon salutations, dit Fidel Botella. Comment vas-tu Fidel? Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent là-bas. Pour la communauté qui ne le sait pas, en bas dans la description, il y a une option de soutien pour la chaîne via Oxo, PayPal et évidemment, à travers le Super Chat, ici comme vous le savez déjà, n'est-ce pas? Marcel dit « C'est dur qu'on te traite de grosse, surtout venant d'un inconnu. Si c'est quelqu'un que tu connais, tu peux répondre. Il y a des façons de le dire, mais qu'un inconnu te dise ça, c'est vraiment abusé. » Et non, ce n'est pas quelque chose de si étrange que ça. L'autre jour, je regardais 2 youtubeuses, un couple qui voyageait, je crois, au Pakistan, ou dans un pays comme ça, le Pakistan.
Et ils étaient dans le train. Et ces trains, c'était vraiment bondé. Et un monsieur lui dit « Hé, tu es très joli, beau, mais tu étais avec ce gars, avec sa femme, ce n'est pas très sain. » Enfin, il voulait dire qu'elle était grosse, qu'elle était en surpoids. Tu vois, enfin, Un monsieur comme ça, un monsieur sorti de nulle part. de nulle part. Il commence à lui parler et à lui dire qu'il est trop ici pour traîner avec sa copine. Mais comme ça, en face, devant la femme. Et la femme, elle reste super sérieuse, mais avec un petit sourire gêné. Et lui, et jusqu'à ce que lui, parce qu'il insistait tellement que le youtubeur lui dit... Enfin, il ne peut pas dire ça, il ne peut pas le dire en face. Et il dit « Mais non, je ne le dis pas méchamment. Tu vaux mieux qu'elle, alors pourquoi tu es avec elle? Pourquoi tu l'épouses? C'est quoi ce délire ?» Vraiment sympa. Sympa, mais non, c'est étrange, car il ne réalise pas que tu offenses quelqu'un, tu le dis devant la personne comme si elle n'existait pas. Très étrange, très étrange. Étrange. Aujourd'hui, j'ai payé avec PayPal, ils ont seulement demandé une image, pas de carte d'identité, passeport ni carte verte. Oh Martin, ils t'ont tout demandé. Oui, 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 ça devient vraiment intense tout ça, oui, oui. Martin dit, presque tous les Coréens se font opérer les yeux, n'est-ce pas? À partir de 12, 13 ans, il y a un boom d'opérations chez les enfants pour qu'ils aient le pli ici. C'est étrange, non, qu'il soit si obsédé par ce sujet. Salut, il dit, j'ai une cousine qui va les demander, ça ressemble à une blague. Les chocs culturels sont énormes. Oui, ils sont énormes. Il faut être patient et comprendre que ce n'est pas de l'impolitesse. Eux aussi peuvent trouver certaines choses impolies, mais ce n'est pas le cas. Oui, ils le sont, mais bon, enfin, je veux dire, peu importe, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus la peine de trop s'attarder là-dessus. Oui, surtout si tu veux voyager quelque part, il faut apprendre à ne pas le prendre mal. Ou si tu vas à des endroits où tu pourrais être offensé, oui, il faut que ça te glisse dessus, comme sur du savon. Leonardo. Pépé, merci pour ton travail, vous êtes les meilleurs. Merci Leonardo. Merci beaucoup, Leonardo. Marvin dit, ils utilisent les produits Cryafras car ils sont excellents. C'est qu'ils sont tellement obsédés par la beauté qu'ils fabriquent de très bons produits de beauté. Oui, donc voilà. Oui, oui, ils sont vraiment à fond sur ce sujet. Oui, ils sont vraiment à fond. Salutations à Panterito et à CBTS. CBTS essaie de soutirer de l'argent à tous. Bon, quelle est la chanson officielle de la Coupe du Monde? Je ne sais même pas laquelle est l'officielle. C'est celle de Shakira. Celle de Shakira. Oui, je ne l'ai même pas écoutée. Tu ne l'as pas non plus écoutée en entier? Non, non. La seule que j'ai écoutée en entier et qui est bof, c'est celle de Speed. Celle de Speed, ouais. Eh bien, c'est ce à quoi tu t'attends d'une chanson plus ou moins comme pour une Coupe du Monde, non? Mais à part ça, non, franchement, non. Il dit, moi je n'utilise pas de stinker coréen. Ça ne me donne pas, non, ils ne m'ont pas donné, ça ne t'inspire pas confiance. Confiance. Ok. Il dit qu'ils se font souvent opérer en Corée, c'est peu naturel et semblent indifférents à ce sujet. C'est pareil pour tout, surtout chez les jeunes. Le nez et le reste, c'est fréquent. Ouais. Il y a une fille qui, est d'origine coréenne, même si elle a vécu ici depuis bébé jusqu'à je ne sais pas quel âge, et maintenant elle est retournée en Corée. Elle a eu un petit ami dont la famille ne l'aimait pas parce qu'elle était grosse, et comme le petit ami tenait vraiment à rester avec elle, ils lui ont payé une liposuction, c'est-à-dire la famille du petit ami, pour qu'il ne la voie pas comme ça. Parce que la grand-mère ne la supportait pas parce qu'elle était grosse, enfin personne ne la supportait parce qu'elle était grosse, et donc ils insistaient en disant non, on va te payer une liposuction. Imaginez faire tout cela pour offrir une liposuction à la petite amie de votre fils, juste pour éviter les critiques et préserver sa réputation. C'est vraiment étrange, dit Martha. Allons-y, Martin. C'est très grave ça. Oui, c'est très grave. Il faut revoir la substance encore une fois. Alors, Martin dit, Pépé, si tu avais une conversation dans les banques des États-Unis et que tu devais la retirer, que fais-tu? Où la mets-tu? Voyons. Si tu avais une conversation dans les banques des États-Unis et que tu dois la retirer, que fais-tu? Où la mets-tu? Les banques offshore te facturent cher les mouvements. Oui, tu parles d'une petite somme, comme de l'argent ou autre chose. Ou à quoi fais-tu référence avec l'argent? Elle demande, que faire avec l'argent des banques américaines? Oui, ce sera un sujet. En fait, l'une des critiques qu'ils font, c'est justement ce que nous venons de mentionner à l'instant. Il va y avoir beaucoup de groupes, même le crime organisé, qui vont évidemment profiter de cela et dire « Voyons, moi je peux déplacer cet argent. Je vais te faire payer, mais je bougerai l'argent pour toi. » Et c'est un sujet. Ouais, moi j'irai voir comment ça se gère déjà, c'est-à-dire quel est le protocole légal concernant les cryptos et tout ça, parce qu'il y a des plateformes sérieuses dans ce domaine. Oui, beaucoup de pratiques, n'est-ce pas? Parce que oui, ils ne vont pas le faire comme ça du premier coup avec leurs économies ou quoi que ce soit, mais oui, c'est relativement simple, n'est-ce pas? Voilà.
Donc évidemment, il faudrait voir comment les États-Unis le gèrent. Parce qu'en vérité, cette partie-là, je ne la connais pas, mais normalement, c'est très bien, c'est bien géré. C'est parce que j'ai des amis qui sont là-bas et qui font même leurs démarches, des entreprises qui les embauchent, parce que ce sont des amis dont je t'ai déjà parlé, qui travaillent ici mais sont là-bas. Leurs primes ou des choses comme ça, ils les placent dans des fonds ou par exemple dans le S&P 500 ou des choses comme ça. Et toi-même, ce que tu peux faire, c'est par exemple le transférer via ici XRP, que Jalala nous a déjà mentionné plusieurs fois. Je l'ai utilisé, c'est-à-dire pour transférer comme ça, par exemple, il voulait déplacer 300 $ d'un compte qu'il avait, par exemple, dans, comment ça s'appelle, la plateforme de crypto ici au Mexique. BTC. Oui, c'est quelque chose comme ça. C'est Bitso, ça s'appelle Bitso, donc il voulait l'envoyer à Binance. Oui. Et donc tout te faisait payer, n'est-ce pas? N'importe quoi, puis il te faisait payer, c'est vraiment comme ça. Et avec XRP, c'est-à-dire, tu le passes de XRP, tu le transfères à, c'est-à-dire, tu envoies le transfert. Qui sont comme 2 clés qu'on te donne, et ces 2 clés, tu les envoies sur Binance. Pas sur ton compte Binance, car sur Binance, tu as ta propre clé. Alors tu dis au compte de Bitso à cette clé, je veux que tu envoies ces 100 $ que j'ai là, par exemple. Et donc, ça part dans les 5 minutes. Voilà, tu le vois déjà sur ton autre plateforme et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils sont prêts. Dommage que Allah ne soit pas là, je crois. Mais eux, en fait, ils pensaient... D'ailleurs, leur première publicité disait que cette crypto était destinée aux migrants. En fait, dans la plupart des vidéos qui apparaissaient, on voyait toujours des migrants mexicains ou latinos aux États-Unis. Et... je pense surtout que c'est une méconnaissance de la façon dont les choses fonctionnent là-bas. Non? Il dit, regardez Minas, je peux tout envoyer. Regarde, moi non. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est faire quelque chose comme un test. Soit tu envoies 10 $ par exemple, et si tu les perds, tu dis simplement que tu as perdu 10 $. Mais non, tu ne vas pas envoyer quelque chose d'important et t'entraîner, non? Ou la commande bouge, fais des recherches peu comme tu veux. Très bien, je vais aussi enquêter pour en parler ici. Quelle est la façon la plus légale et la plus, disons, réaliste et simple de le faire? Mais toi aussi, fais des recherches, non? Et les amis sont là s'ils ont une idée, n'est-ce pas? Ou s'ils l'ont déjà fait, parce que moi je l'ai fait au Mexique. Mais ici, au Mexique, eh bien, tout va bien, bien comme ça. Tout est très fluide et légal, n'est-ce pas? Ici, ces plateformes, comme je l'ai dit, sont totalement légales et tu dois tout déclarer aux impôts, tout ça, donc tout est en règle aux États-Unis. D'après ce que je comprends, je vais quand même demander à mes amis qui sont là-bas ou qui travaillent ici, mais pour des entreprises de là-bas, pour voir comment ils font et s'ils ont une idée à ce sujet. Ici, il y a Halal, dit Binx, une plateforme sûre. Bon, moi je ne la connais pas, mais voilà Halal, celle que Binx connaît. Moi j'utilise Bitso et Binx, ce sont celles que j'utilise depuis des années, et je n'ai jamais eu aucun problème, il faut juste faire très attention. Je veux dire, entraînez-vous vraiment parce que c'est très simple. Vraiment, il y a juste une petite astuce, une petite subtilité. Entraînez-vous en déplaçant 5 ou 10 $, une somme qui ne vous manquera pas. Si jamais vous avez un problème, parce que oui, ça peut arriver, tout à coup, vous avez mal saisi, c'est-à-dire que vous n'avez pas bien copié les informations ou quoi que ce soit, ça peut se perdre. Donc faites très attention. Vérifie toutes les données et saisis-les correctement. Il s'agit simplement de copier-coller une clé, n'est-ce pas? Col fermé, c'est le bon, dit Binx. Bing Civils, dit Sol Garcia, et voilà. Panterita dit Dinas. Bon, ici il y en a plusieurs qui ont déjà utilisé certaines plateformes, non? Et bon, la blague du père de Nova... Qui raconte la blague pour les grincheux. Le capitaine d'une banque, d'un bateau, qui coule, crie désespérément. Y a-t-il quelqu'un à bord qui sache prier avec dévotion? Moi, parfait. Parce qu'il nous manque un gilet de sauvetage. Voilà. Donc ce gars-là n'aura pas de chance. Ils ne vont pas lui donner une chance. L'autre jour, il y a eu plein de blagues. Un père va chez le pédiatre avec son bébé nouveau-né et lui demande « Mon fils n'ouvre pas les yeux ?» Le médecin lui dit « C'est vous qui avez les yeux fermés car le bébé est chinois. » Celui-ci... Et elle dit Tapatia à Séoul, elle dit « Est-ce que le fils du magicien Franck est vivant? Vous vous souvenez de lui? Oui, bien sûr, celui du... Bien sûr, le lapin blanc blesse, bien sûr, non? » Celui qui ne s'en souvient pas... Il s'est marié avec la coréenne, ils travaillent dans les cosmétiques, ça marche bien. Ils sont youtubeurs, Miguel et Mina,
et Mina est très agréable. D'accord. Je suppose qu'il n'a pas sa propre chaîne YouTube. Il dit « Tu es team biscuit ou team pain sucré ?» Pain sucré 61%, biscuit 39%. Oh, Ce n'est pas possible? c'est très bien. Messieurs, vous m'avez déçu? Oui, allez. Hey. Je pensais que je suis une. Nous sommes bizarres. Ce n'est pas que ça. 40%, c'est quand même pour 29%. Nous sommes bizarres. Ne sois pas si bizarre. Bizarre? Autant que ça? 40%? Donc c'est beaucoup? Nous sommes bizarres, j'ai dit. Non, vous êtes bizarre. Beaucoup disent que c'est les deux, mais soyons honnêtes. Si on vous demandait de choisir entre la disparition du régime ou du pain, comme dans le choix de Sophie, que feriez-vous, même en pleurant? Non. Eh bien, Moi, c'est le pain qui reste. Et un biscuit. un bon biscuit croustillant, dit Leonardo Pepe. D'après ce que j'ai entendu dans Vidéo Politique, il disait que ce n'est qu'en août qu'on verrait l'impact de la crise énergétique Visual Politics. Il disait que ce n'est qu'en août qu'on verrait l'impact de la crise énergétique. Cela va avoir un impact sur tous les types d'intérêts et sur les IA? Oui, bon, aujourd'hui, nous avons commenté que surtout, si le problème énergétique se prolonge jusqu'en août, le problème va devenir plus grave. Nous en avons parlé aujourd'hui, il me semble, dans l'un des directs du matin. En fait, le problème ne concerne pas seulement l'inflation. Parce que quelqu'un, en fait, a commenté que sous Obama, le pétrole avait atteint 140 $. Première correction. Ce n'était pas sous Obama, mais sous George Bush, quand le pétrole a atteint 140 $. Juste pour clarifier, n'est-ce pas? Et puis, un autre point important, c'est Bush Jr. JR. Et un autre point important, c'est une chose quand quelque chose monte ou baisse de prix, puis se rétablit en 1 ou 2 semaines. Il ne se passe rien, même si ça dure un mois. Mais si le problème s'étend, eh bien il est cela. Ça peut devenir une situation plus grave et il faudrait vérifier, parce que je ne sais pas, je ne me souviens plus combien de temps ça a duré. Il faudrait juste vérifier les dates, là, comment ça s'appelle déjà, dans TradingView, il faudrait vérifier. Comment était le pétrole à ce moment-là, quand il a atteint les 140 $? Voyons si je peux le trouver rapidement, pour ne pas m'attarder trop là-dessus. Mais oui, combien de temps a duré le problème? Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir exactement combien de temps le pétrole est resté à 140 $. Parce que si ça n'a duré que peu de temps, alors il n'y aurait vraiment pas de raison que ce soit un voilà. Un voilà. Regarde, c'est arrivé en 2008, regardez bien, le problème est très différent. Regardez, tout simplement. Oui, 2008, voyons, vérifie la date de 2008. Voyons si c'est correct. C'est juillet 2008, voyons si c'était Obama ou Bush, mais d'après ce que je me souviens, ça devrait être juillet 2008, n'est-ce pas? D'après moi, il n'est pas entré avant, mais bon. Voyons, vérifiez-le quand même, hein. Et moi aussi je vais vérifier jusqu'à Bush. Oui, c'était Bush, alors regardez. Voici le graphique, voyons si on peut le mettre ici. Il est entré en janvier 2009. Bon. Alors là, beaucoup de gens se trompent parce qu'il y avait les élections ou les campagnes avec Obama, mais ici c'était Bush. Le pétrole s'est monté à 140 $, d'accord? Voyez comment en juillet c'est monté à 140 $. Si pour le mois d'août, donc un mois après, il était déjà à 104 et le mois suivant, il était à 36 $. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, il a chuté énormément. En 2 mois, le pétrole était déjà très bas et ensuite il s'est un peu repris et il est resté autour de 50 $. Voilà, à peu près. Ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas vraiment un problème car tout s'est passé trop vite. Regardez la montée et la descente. Le problème que nous avons en ce moment, allons droit au but de ce que nous vivons actuellement, c'est que ça fait déjà 3 mois. Oui, regardez comment le problème s'étend, ça a monté, oui, ça a monté énormément, mais maintenant ça reste en haut, c'est ça le problème, n'est-ce pas? Alors, eh bien, c'est pour ça, non? Quelqu'un qui était vraiment pro-Trump est parti et a voulu, avec ça, avoir entendu sur les réseaux, avoir entendu, tu as dit Trump? À l'époque d'Obama, je ne sais plus quoi, bon, eh bien non, ce n'était pas à l'époque d'Obama, c'était à l'époque de Bush, et ça n'a duré que très peu de temps. La hausse est montée puis redescendue, et elle est même descendue en dessous de la normale, donc dans ce cas elle s'est montée et elle reste élevée. C'est ça le problème qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire on voit la hausse et elle se maintient, n'est-ce pas? C'est-à-dire on va étendre un peu pour qu'on voit à quoi ressemble le graphique quand il se maintient. Ça commence le 10 mars, Le 10 mars et jusqu'à maintenant, nous sommes en juin, n'est-ce pas? Et ça reste dans cette fourchette. Maintenant, jusqu'à présent, au moins, il fait ça. C'est-à-dire, ça descend, ça monte, ça descend et ça monte. Sûrement, ça va monter parce que ça commence déjà à prendre de l'élan, mais ça descend et ça monte vers le haut.
C'est-à-dire le prix était ici, oui, le prix a fait ça et c'est ici que tout cela se passe. Maintenant il reste en haut, le prix était en bas, il était ici à environ 60 $, oui, environ 665 $ en moyenne ici, n'est-ce pas? Et donc ça avec ça, si tout est griffonné, imagine, ha ha ha. Et ça je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est joli. Les rayures. Comme que c'est très bien, eh bien il dit « Tout va s'effondrer et je crois qu'il y aura la grande nouvelle dépression économique ». Eh bien regarde, c'est exactement ce qu'il dit. Ils disent que si ça continue jusqu'en août, jusqu'en septembre, c'est-à-dire que le problème va durer. Alors l'inflation va se produire, et quand l'inflation arrive, peut-être à la fin de l'année ou en 2027, il y aura peut-être une récession. Non. Peut-être, espérons qu'il se trompe là-dessus, mais bon, ça pourrait être vrai. Et bon, on y va, non? Allez les gars, souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp et sur Telegram et je vous envoie une notification. La notification des directs et des dernières nouvelles, les choses les plus importantes qui se passent en ce moment. Nous sommes aussi sur Facebook, X et Isa. Une accolade, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Demain, on parlera de films et de séries à la fin du direct. Alors ne partez pas trop tôt, restez jusqu'à la fin. On continue à discuter, portez-vous bien, à plus tard, à demain, à bientôt. Nous interrompons votre programme. Merci de syntoniser la vérité. Ceci est Pépé en direct. La vérité est intense, l'insolite est réelle. Nous l'analysons ici, approche globale. Ne reste pas à l'écart, branche-toi sur la chaîne Pépé en direct, capte le signal de Pépé en direct et dis les choses franchement. Journalisme brut, ici on respecte, active l'alerte, ne perds pas la trace jusqu'à la prochaine fois. Oui monsieur, on fait l'appel, abonne-toi. Épée en direct à la maison. Ah.